Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on attaque un chapitre absolument crucial de votre programme de SCS, les fondements du commerce international. C'est un sujet qui tombe très souvent au bac, donc l'objectif est clair, vous donner toutes les clés pour maîtriser les concepts et construire une argumentation en béton le jour de l'épreuve. Vous êtes prêts? Alors, on y va. Pour commencer, et pour que ce soit bien concret, on va partir d'un objet que vous connaissez par cœur, votre smartphone. À première vue, c'est un produit unique, fini. Mais en réalité, c'est un véritable puzzle mondial, un assemblage de pièces et de savoir-faire qui viennent des quatre coins de la planète. C'est l'exemple parfait de ce qu'on appelle la fragmentation de la chaîne de valeur. Regardez bien ce schéma, il est hyper parlant. Il décompose le coût d'un iPhone. C'est fascinant. Les États-Unis s'occupent du design et de la conception, le Japon et Taïwan fabriquent des composants ultra technologiques, et la Chine, elle, se charge de l'assemblage final. Un seul produit, mais des dizaines de pays qui collaborent. Et ça, évidemment, ça nous amène à une question fondamentale. Comment sont répartis les gains de ce commerce? Qui profite le plus de ce grand puzzle mondial? Pour répondre à ça, il nous faut des outils d'analyse, des théories économiques. Allez, on plonge dans le vif du sujet, on va construire ensemble notre boîte à outils intellectuelle pour décrypter le commerce international. Les auteurs et les concepts qu'on va voir sont des incontournables pour le bac, il faut absolument les maîtriser. L'idée de base, la fondation de tout, c'est la théorie de l'avantage comparatif d'un certain David Ricardo. Elle explique pourquoi les pays ont toujours intérêt à échanger, même si l'un d'eux est plus productif pour tout fabriquer. Le concept clé ici, c'est le coût d'opportunité. Ça peut paraître un peu barbare, mais c'est tout simple, c'est ce à quoi un pays renonce pour produire un bien. Ce tableau, c'est l'exemple historique de Ricardo. Il est génial. On voit que le Portugal est plus efficace pour produire et le vin et le drap. On dit qu'il a un avantage absolu. Et pourtant, l'Angleterre a quand même intérêt à commercer. Pourquoi? Parce qu'elle va se spécialiser dans la production de draps, car c'est là où elle est comparativement la meilleure, ou disons, la moins mauvaise. Voilà la grande idée de Ricardo. La spécialisation ne doit pas se baser sur l'avantage absolu, mais sur l'avantage comparatif. Et quand on fait ça, l'échange devient gagnant-gagnant pour les deux partenaires. C'est une vision, vous le voyez, très optimiste du commerce mondial. Bon après, Ricardo, d'autres théories sont venues enrichir cette vision. Par exemple, le modèle de Heckscher et Ohlin. Eux, ils disent qu'un pays va se spécialiser en fonction de ce qu'il a en abondance. Du travail, du capital, des ressources naturelles. C'est assez logique finalement. Mais il y a un truc que ces théories classiques n'expliquent pas très bien. C'est l'énorme volume d'échanges de produits similaires entre des pays qui se ressemblent beaucoup. Pensez aux voitures françaises et allemandes qui se vendent des deux côtés du Rhin. C'est ce qu'on appelle le commerce intra-branche. Et la réponse, en fait, elle est dans la différenciation des produits. Les consommateurs ne veulent pas juste une voiture ou une glace. Ils veulent une marque, un style, un goût particulier. C'est le désir de variété qui pousse les pays à s'échanger des versions différentes du même type de produit. C'est une idée développée notamment par l'économiste Paul Krugman. Maintenant, changeons un peu de perspective. Parce qu'au fond, ce ne sont pas les pays qui commercent entre eux, mais bien les entreprises. Et pour elles, le nerf de la guerre, le mot-clé, c'est la compétitivité. Alors, la compétitivité, c'est la capacité d'une entreprise à affronter la concurrence sur les marchés mondiaux. Et attention, il faut bien distinguer deux choses. La compétitivité prix, qui consiste à être moins cher, et la compétitivité hors prix, qui repose sur la qualité, l'innovation, l'image de marque. Et ce document nous montre quelque chose d'essentiel. Cette compétitivité, elle ne tombe pas du ciel, elle se construit. Elle repose sur la productivité de l'entreprise. Et cette productivité elle-même, elle est le fruit d'investissements dans la recherche, dans les compétences des salariés, dans les technologies. Ok, le commerce crée de la richesse, ça ne fait aucun doute. Mais la vraie question, c'est comment cette richesse est-elle partagée? C'est là qu'on touche à un enjeu majeur de notre époque, l'impact de la mondialisation sur les inégalités. Ce graphique, c'est un grand classique, on l'appelle la courbe de l'éléphant, et vous voyez pourquoi. Il est très puissant, il montre que la classe moyenne mondiale, surtout dans les pays émergents, a vu ses revenus décoller grâce à la mondialisation. Mais il montre aussi que les classes populaires des pays riches, elles, ont vu leurs revenus stagner. Et cette stagnation a d'énormes conséquences sociales et politiques. Et on observe une tendance de fond. Le commerce international s'est souvent accompagné d'une hausse des inégalités à l'intérieur même des pays. Les plus riches ont capté une part de plus en plus grande des revenus. C'est un point de débat majeur qui nuance fortement l'idée d'une mondialisation heureuse pour tout le monde. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, la question qui vous brûle les lèvres. Comment on organise toutes ces connaissances pour faire une super copie le jour du bac et impressionner le correcteur? Allez, on se met en conditions réelles. Imaginez, vous tombez sur ce sujet de dissertation, un grand classique. Le libre-échange est-il préférable au protectionnisme? Voyons ensemble la méthode pour construire une réponse qui va vraiment faire la différence. La clé du succès, c'est la méthode. C'est simple, mais il faut être rigoureux. D'abord, on analyse chaque mot du sujet. On les définit précisément.
Ensuite, on construit un plan équilibré qui montre qu'on a vu les différents aspects du problème. Et surtout, on argumente. On mobilise les concepts, les auteurs, les chiffres qu'on a vus en cours pour appuyer chaque idée. Cette carte mentale, c'est votre meilleur allié pour les révisions. Elle résume tous les liens logiques entre les concepts qu'on vient d'aborder. C'est en quelque sorte le squelette de votre dissertation. Mémorisez bien cette structure, elle peut vraiment vous sauver le jour J. Pour conclure, retenez bien une chose. L'objectif n'est jamais d'apporter une réponse simpliste à une question complexe. Ce qu'on attend de vous, c'est de construire un raisonnement nuancé qui montre que vous avez compris les différentes facettes d'un problème, les enjeux, les débats. C'est ça qui fera la différence. Bonne révision et à très bientôt.